Au début des années 1960, Hydro-Québec entreprend de réaliser des installations hydroélectriques sur des rivières de grande puissance, mais qui se situent de plus en plus loin des grands centres de consommation. Un défi de taille se pose alors très rapidement. Comment transporter toute cette énergie, tous ces kilovolts sur de très longues distances de façon économique et efficace sans pour autant ficeler le Québec dans une immense toile d'araignée de fils électriques et de pylônes? D'étape en étape, parce que ça va se passer effectivement en fonction des niveaux de tension. C'est-à-dire qu'on va d'abord transporter à 12 kV, qui permet de faire beaucoup de choses, puis à 25 kV, puis on va monter à 120 kV, puis on va arriver à 230 kV, 315 kV, jusqu'à ce que le Québec, et ça c'est majeur, invente le 735 kV. Pour atteindre les zones de consommation, l'électricité devait souvent parcourir des distances énormes. Par exemple, de la baie James à Montréal, il y a près de 1000 km à vol d'oiseau. Et tout ce transport d'énergie se fait par le biais de pylônes. Beaucoup de pylônes. À elles seules, les 5 lignes du réseau de transport de la baie James ont nécessité la mise en place de 12 500 pylônes, enchaînés les uns aux autres par plus de 60 000 km de conducteurs. Donc il va falloir, et c'est pas par hasard que le Québec va inventer ces techniques-là dans une large part, parce que le Québec se trouve confronté, comme un peu la Russie, la Suède ou ces pays-là, à un problème de transporter de façon fiable et économique l'énergie. Le transport de l'électricité sous un voltage très élevé de 735 000 volts est une technologie purement québécoise, aujourd'hui reconnue comme étant une des réalisations les plus marquantes de l'histoire canadienne. Et cette première mondiale sera une des périodes les plus stimulantes de l'histoire de l'ingénierie hydroélectrique québécoise. Parce que c'était l'euphorie du moment. L'Hydro-Québec, ça représentait le nouveau Québec. C'était la révolution tranquille. Guy Prévost fait partie d'un groupe de travailleurs d'élite peu connu au Québec. On va faire une mise au potentiel. J'ai laissé mes cardages qui ne sont pas entremêlés. C'est un travail d'équipe. Il est monteur de ligne à Hydro-Québec et pas sur n'importe quelle ligne de transport d'électricité. Guy Prévost et son équipe de 140 hommes et femmes sont chargés d'entretien des lignes à haute tension de 735 kV. Ces lignes sont parmi les plus puissantes au monde. Aujourd'hui, Guy Prévost inspecte un de ces pylônes. Une opération dangereuse, mais de routine. Car non seulement faut-il escalader ces pylônes de 60 mètres de hauteur, mais bien souvent, l'intervention se fait sur des lignes en tension. Des lignes vivantes. C'est la couleur de l'arc qu'on désire d'ailleurs. Pour éviter tout danger d'électrocution, le monteur n'est pas relié à la terre. Il est plutôt directement en contact avec les pièces sous tension sur lesquelles il travaille. Il ne court donc aucun risque puisqu'il est isolé de la masse. En fait, un oiseau perché sur un fil électrique est dans la même situation. Bon, je dois porter un vêtement en dessous de mon habit conducteur, mon habit conductrice, un vêtement de Nomex. Tout employé d'Hydro est habillé en Nomex. C'est un tissu qui va faire que il brûle. Ils ne le font pas. C'est un vêtement qui est spécifique aux installations d'Hydro-Québec, évidemment. Je vais avoir ici un lien. Ce lien, évidemment, est conducteur. Ce lien-là, ici, il va être fixé à cette perche de mise au potentiel. Fait que ma perche de mise au potentiel, que mon lien sera fixé, mon lien va être fixé après ma perche. Ma perche, ça va être étendue. Mon lien va être inséré ici, à l'intérieur de cet anneau. Puis quand je vais faire ma mise au potentiel, tantôt on va bien le voir, à 1 mètre de mon conducteur, en dessous du conducteur, je vais allonger mon bras, puis je vais venir aller fixer ma perche sur le conducteur. La toute première ligne de transport d'électricité a été construite en 1903. Faite de poteaux de bois, elle acheminait l'électricité de la centrale Shawinigan jusqu'à Montréal. 50 000 volts
sur 135 km. Déjà une première canadienne. C'est ça, le premier transporteur d'énergie, ça a été un poteau de bois avec un isolateur et une petite ligne dessus. Et c'est exactement type du second, parce que souvent on avait effectivement une barre centrale, une crossarm, enfin une traverse au sommet du poteau, qui tenait bien souvent, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, avec un simple clou, et sur lesquels les gars montaient puis s'accrochaient à peu près comme ils pouvaient, parce que c'était vraiment, au début, là, c'était vraiment même pas de l'artisanat, c'était vraiment... Jean-Louis Fleury connaît bien l'histoire du transport de l'électricité au Québec. Il l'a écrit et a même inventé un nom pour décrire ceux qui l'ont fait. Les coureurs de ligne. Les pylônes, on conduisait ça avec un poteau au centre avec des aubins. On montait tout ça comme ça, avec un power wagon qui appelait, là, puis avec un winch, puis on montait ça comme ça. À l'époque, la vie de monteur de ligne était une vie de nomade. Et l'expression « qui prend mari, prend pays » prenait ici tout son sens. On compte ça souvent à du monde qu'on n'avait pas de meubles. On ne pouvait pas en avoir. C'était toujours le grand déménagement. Mais, oui, mais en 1756, je me suis acheté une mobile home. 35 pieds par 8 pieds. Puis là, on déménageait avec la mobile home. On déménageait à tous les mois, puis se mettre place. Tous les mois, tous les 2 mois, on déménageait. Et surtout, c'est les lignes de Bersemis, je parle. Les lignes Bersemis-Montréal, là, on déménageait souvent. Un bon souvenir que j'ai eu, je pense, c'est à Saint-Étienne-des-Grès. On restait plusieurs personnes dans la même maison. La dame louait des chambres. Puis on avait tout le poêle de la cuisine pour manger. On se faisait manger là, tout à la même place. Puis le soir, c'était la grande rencontre sur la galerie, c'était en campagne. Puis là, il y en a un qui jouait de l'accordéon, l'autre jouait de la musique à bouche. C'était le gros party. C'était bien le fun. On était quoi? Combien de temps? On était 2 mois à peu près. Ouais. Mais, oui, mais à Port-Neuf... C'était intéressant. Oui, mais à Port-Neuf, on jouait aux cartes. Ah. T'en rappelles? Quand il va falloir aller plus loin sur les tributaires nordiques du Saint-Laurent ou dans l'est du Québec, à ce moment-là, il va falloir inventer le transport d'énergie parce que, à la différence d'autres industries où on va faire du thermique et plus tard du nucléaire, qu'on va situer toujours près des villes, nous, au Québec, il va falloir qu'on aille de plus en plus loin, chercher l'énergie, jusqu'à 1000 km d'ici, si on parle de la Manic, de Churchill Falls ou de la baie James, évidemment. On construit donc des centrales sur les rivières de la Côte-Nord. Bersimis 1 et 2 à la fin des années 50, puis c'est le complexe Manicoutarde, entrepris en 1959. Et plus récemment, l'immense complexe La Grande. Or, plus la distance à franchir est importante, plus le risque est élevé de perdre en cours de route une partie de l'énergie initiale. C'est là que le véritable défi commençait. C'est-à-dire que, faut pas se tromper, ces structures que vous voyez là, quand elles ont été imaginées, il fallait qu'elles soient capables de résister à des températures de moins 40, moins 50, jusqu'à des températures de 50, c'est-à-dire faire pratiquement 100 degrés. Et pensez-y, c'est incroyable, enfin, c'est très difficile techniquement d'imaginer comme ça des structures, des traversées de rivières, des structures dans des zones absolument désertes, sensibles à la neige, aux glaces, au vent, aux chaleurs excessives de l'été, puisqu'on est en plein milieu continental. Passer au travers de forêts, passer dans des montagnes, il y a eu des défis techniques absolument majeurs qui ont été posés. Les ingénieurs d'Hydro se sont donc mis au travail. Il faut dire qu'Hydro-Québec avait déjà une expérience pratique avec ses 3 lignes de 315 kV qui alimentaient Montréal avec l'électricité produite à Bersimis. Cette centrale servira en quelque sorte de laboratoire à Hydro-Québec pour développer d'autres technologies. On se basait sur ce qui avait été obtenu pour le complexe Bersimis et on allait plus loin parce que là, on ne parlait pas du même problème. On allait plus loin en distance et on allait plus haut en puissance. Et à la Bersimis, on a mis, pour transporter l'énergie, on a mis au point cette tension de 315 qui existait déjà ailleurs dans le monde. On n'avait rien inventé là, mais on était quand même tout à fait en pointe. À ce moment-là, ça existait dans quelques pays. Mais les ingénieurs qui, à ce moment-là, travaillaient 315 kV en transport d'énergie étaient déjà des sommités dans leur domaine, étaient déjà des gens tout à fait en pointe.
Le problème, c'est que pour réussir à transporter l'électricité produite au seul complexe Manicoutarde, les lignes à 315 kV utilisées à Bercy-Miss s'avèrent vite insuffisantes. C'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand arrive le projet de la Manic dans les années 50-60, quand les ingénieurs d'hydro mettent ça sur les planches à dessin, ce qu'on sait faire, c'est du 315. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des calculs mathématiques et on dit combien ça va prendre de lignes pour transporter l'énergie de la Manic. Ça a pris 12 lignes là, au lieu de 3 lignes, parce qu'une ligne à 735 kV, ça transporte 4 fois l'énergie d'une ligne à 315 kV. Le Québec se retrouverait donc encombré de pylônes, littéralement ceinturé de lignes de transport d'électricité. De plus, les coûts d'installation et d'entretien de ce monstrueux filet de pêche seraient exorbitants. Il n'y avait plus qu'une solution, orienter la recherche vers des tensions plus élevées. Des tensions jamais encore atteintes, ni au pays, ni nulle part ailleurs sur la planète. Au tournant des années 60, Hydro-Québec entreprend le développement hydroélectrique des rivières du Nord québécois et se voit rapidement confronté à un problème de taille. Comment transporter ces milliards de kilowattheures jusqu'aux grands centres urbains de façon économique et efficace? La technologie existante s'avère vite, malheureusement, inefficace. Donc imaginez 40 lignes qui passent le long du Saint-Laurent, puisque c'était ça depuis le début qu'il fallait qu'il se passe. C'était absolument inconcevable. Alors, les gens d'Hydro à ce moment-là vont travailler sur plusieurs théories. En 1955, le transport de l'électricité se fait partout dans le monde à des tensions n'excédant pas 400 kV. À cette époque, seuls les Suédois exploitent des lignes à 420 kV. Aux États-Unis ou au Canada, des lignes à 500 kV sont en développement. Il y a les Russes qui prétendent faire du 500 ou 525 kV, sauf que 500 kV, il ne faut pas se tromper. Enfin, la Russie, dans ce temps-là, c'est la Russie de la guerre froide, c'est le gros rideau de fer. Donc, ça se peut qu'ils disent ce qu'ils font, mais le font-ils vraiment? Sont-ils prêts à échanger les technologies? On hésite beaucoup. Donc, les gens d'Hydro travaillent et commencent à chercher et se dire, mais il faut qu'on trouve autre chose. Au début des discussions, 3 solutions sont envisagées. Multiplier les lignes déjà existantes de 315 kV, opter pour une ligne à 525 kV, alors à l'étude, ou pousser vers une solution encore plus audacieuse, une ligne à haute tension à 735 kV, soit plus du double de la tension des lignes traditionnelles. C'était l'option d'un certain Jean-Jacques Archambault. Et donc un jeune ingénieur canadien-français, qui à ce moment-là est probablement dans la quarantaine, mais qui, dans un monde d'Hydro-Québec qui, dans ce temps-là, est complètement anglophone, c'est à peu près le seul ingénieur francophone. C'est un petit monsieur très, très discret, très réservé, quelqu'un qui ne prend pas l'avant-scène, qui la laisse très volontiers à ses collègues anglophones qui sont, parce qu'ils viennent de la Montreal Light Heat and Power, parce que ce sont des gens de 50 ans qui comprennent très très bien le milieu, qui sont des promoteurs d'une autre technologie, qui parlent fort, qui sont écoutés par la Commission et par le gouvernement. Et tous ces gens-là disent, la seule possibilité qu'on a, c'est d'aller dans le 400, le 500, mais certainement pas plus haut que ça. Hydro-Québec se retrouve alors tenté par l'idée de solutionner son problème avec la technologie du 500 kV. C'est à ce moment que Jean-Jacques Archambault entreprend avec un groupe de jeunes collaborateurs d'étudier la conception et la fabrication d'une ligne de transport à 735 kV. Du jamais vu. Gilles Barry faisait partie de ses collaborateurs. Donc, on partait pas d'une page blanche. On partait de choses établies, mais on s'en allait dans un domaine qui était inconnu. Et Archambault, lui, assez rapidement, en travaillant chez lui autant qu'à Hydro, il me l'a raconté. Moi, j'ai rencontré ce monsieur-là avant sa mort plusieurs fois. Il m'a raconté qu'il travaillait de nuit comme de jour sur la table de sa cuisine avec sa règle à calculer. Est arrivé finalement à dire on devrait pouvoir faire du 700 kV. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à chaque fois qu'on parle en termes électriques, on ajoute toujours un certain pourcentage, en fait, pour faire en sorte de protéger le réseau. Donc, 700 kV, en fait, c'est 735 kV. Et il arrive à ça, mais tout seul de son bord. Et il vient à la commission, il vient auprès de ses collègues, il dit « Je pense qu'on devrait être capable de le faire à 700 kV ». Et là, on est dans les années, à la fin des années 50,
Et Hydro dit, écoutez, les gens qui dirigent Hydro à ce moment-là disent, c'est pas concevable qu'on puisse imposer ça au monde entier, ça n'existe pas, on va se casser la figure tout simplement. Puis là, il a prouvé, blanc sur noir, que c'était plus économique, plus rentable, au point de vue espace et argent, de faire du 735 kW. Mais là, ça doublait presque les équipements qui existaient à 400 kW. Ça fait que là, ça causait un problème. Les conservateurs, ingénieurs conservateurs et les boss d'Hydro-Québec conservateurs disaient pas de bon sens de passer de 400 à presque 800 kV d'un coup. Nous, les petits Québécois, qu'on ne sait pas grand-chose là-dedans. Alors là, on a bougé la cage pas mal fort. À cette époque, dans les couloirs d'Hydro, deux écoles de pensée s'affrontent. D'un côté, il y a les jeunes ingénieurs francophones qui veulent profiter de l'opportunité, eux, pour aller plus loin dans le développement technologique, et de l'autre, leurs collègues anglophones qui craignent les risques reliés à l'utilisation des matériaux et des équipements à très haute tension. Donc non, on ne le fait pas. On va travailler sur une hypothèse de 500 kV, voire 525 kV, et tout s'arrête à ce moment-là, et c'est ce qu'on décide de faire. On est en 60 à ce moment-là. Et pendant 2 ans, on va laisser continuer Archambault. On va avoir l'intelligence à Hydro de laisser Archambault continuer à travailler un peu sur ces vagues hypothèses. On lui dit, écoute, en autant que continue de travailler là-dessus si tu veux, mais c'est pas ce qu'on adopte comme solution. Et Archambault va continuer de travailler. Puis les événements se précipitent. Les dernières données scientifiques livrées au cours d'un congrès à Paris à l'été 1962 finissent par convaincre la direction d'Hydro de se raviser et de commander enfin une étude de faisabilité sur la ligne à 735 kV. Alors, à certains endroits, il fallait construire des pylônes, des simulacres de pylônes. Tout a voulu investiguer les différentes facilités et c'est pour ça qu'il y a eu des essais. Tout est alors évalué, 3 fois plutôt qu'une. La tâche est compliquée. Il faut avoir recours massivement à l'ordinateur afin d'établir les normes de ces nouvelles lignes. On conçoit alors des modèles de pylônes qui assureront l'éloignement requis entre les conducteurs et l'élévation suffisante du sol. Par exemple, à la hauteur de l'île d'Orléans, les 2 pylônes qui franchissent le fleuve devront avoir une hauteur de 168 mètres pour permettre le passage des bateaux sous les câbles. Ben oui, on avait notre ordinateur. À ce moment-là, c'était l'ordinateur en bois. Avec ça, on calcule les sinus, les cosinus. On a tout calculé quel serait le voltage transitoire le long de la ligne. On divisait la ligne en sections de 20 km. On mesurait le courant, la tension à chaque 20 km. Mais comment voyage l'électricité? L'énergie électrique voyage mieux à des tensions plus élevées. Le transport de quantités massives d'électricité s'en trouve facilité. Il y a moins de pertes électriques et le coût total du transport est moindre. Au fur et à mesure qu'on s'approche des centres de consommation, la tension est abaissée progressivement de manière à fournir à la population une électricité à basse tension de 120 à 240 volts. Le 22 août, Hydro se rend à l'évidence. Le transport à 735 kV est rentable et faisable. C'est un go. La ligne qui reliera le complexe Manicoutarde sera faite à une tension de 735 000 volts, la plus élevée à être utilisée dans le monde. Là, on est parti sur la haute vitesse. Là, il nous a envoyés, moi, j'étais toujours jeune ingénieur à ce moment-là, partout dans le monde, aller voir qu'est-ce qui se faisait chez les fabricants. On allait vérifier les équipements. On allait savoir comment ils fabriquaient les équipements pour voir les meilleurs, pour les appels d'offres. Une des difficultés fut de convaincre les différents manufacturiers d'embarquer dans l'aventure. Écoutez, la décision d'aller à 700 kV a été prise au mois d'août, 1962. Et on voulait mettre en service en 65. Ça, pour eux autres, c'était des délais qui étaient beaucoup trop courts. Ils calculaient qu'il n'y avait pas le temps. Ça donne 3 ans. Alors ça donne 3 ans à qui? Aux constructeurs du réseau, mais aux gens aussi qui vont bâtir tous les éléments du réseau, aux gens qui vont bâtir les éléments d'acier pour les pylônes, les isolateurs, les chaînes d'isolateurs, tous les matériaux et tous les équipements qui vont dans les postes de transformation. Or, n'oubliez pas, on ne l'a jamais fait à 735 kV. Alors il va y avoir une réunion fameuse à Montréal à la fin 62,
où un anglophone qui s'appelait Earl Haberl, et qui était une très très grande gueule, un type avec un grand panache, reçoit tout ce qui se fait comme industriel du monde entier, des Européens, des Américains, et dit voilà messieurs, Hydro-Québec va dans le 735 kV, dans 3 ans, il faut qu'on ait des lignes de construites, ça veut dire que j'ai besoin de vos soumissions pour très rapidement. Alors il y en a un qui se lève dans la salle et qui dit mais vous voulez ça dans combien de temps? Haberl dit 3 semaines. Alors la salle éclate de rire, tout le monde dit mais c'est absolument pas possible, on ne l'a jamais fait dans le monde entier, on a tout à inventer dans nos centres de recherche et tout. Il dit, OK, 6 semaines. Ceux qui sont là dans 6 semaines auront des contrats. Ceux qui ne seront pas là, ma foi, tant pis pour eux. 6 semaines après, il raconte les témoins. Tout le monde était là. Ils étaient tous revenus avec des soumissions. 6 semaines après, ils sont arrivés. On est retourné en réunion. Puis les fabricants, les General Electric, la Westinghouse, la Brown Boveri suisse, la ACA de Suède, les ASEC de la Belgique qui faisaient les réacteurs, sont tous venus avec des propositions positives. Puis, c'est là que ça a donné un souffle à Archambault, la gang de positifs, que c'était faisable, même les fabricants veulent le faire. Alors, c'est là que ça a parti full pin. La décision d'Hydro-Québec d'opter pour le développement d'une toute nouvelle technologie suscitera la curiosité partout sur la planète. Un petit groupe d'ingénieurs francophones s'apprêtait à écrire l'histoire. Et on va assister à ce moment-là dans le monde entier, on peut le dire à ce moment-là, de l'électricité, on se comprend, on va avoir l'œil tourné sur Hydro pour regarder ce qui se passe. Le Québec s'engage immédiatement dans une course contre la montre. Le complexe Manicoutarde doit être inauguré dans à peine 3 ans. On passe alors en 4e vitesse. Les jeunes ingénieurs ont alors 36 mois pour concevoir les plans et construire ce qui doit être le réseau de transport d'électricité le plus puissant de la planète. Sous le regard des ingénieurs du monde entier, la décision de construire la ligne à haute tension la plus puissante au monde devient vite le projet de la décennie chez Hydro. Mais le temps presse. 3 ans à peine séparent le début des travaux de la date de mise en service. Pour nous, c'est le 735, là, vous savez, ça n'a pas été un événement unique. C'était le début de tout un développement. Alors que ce n'était que de la théorie, voilà qu'il faut maintenant être concret et tout faire en même temps. Compléter les études techniques, parachever les études de conception des équipements, procéder aux essais électriques et mécaniques, puis arpenter et défricher les tracés. C'est à ce moment qu'entrent en scène ceux qu'on a surnommés les coureurs de ligne. Construire une ligne de transport d'électricité a de tout temps été une tâche ardue pour les travailleurs. La route des pylônes passe par des endroits difficiles d'accès, comparables aux sentiers des coureurs des bois. Les obstacles, là, c'est beaucoup des rocs. Si des rochers, là, moi, dans les montagnes, quasiment tout le temps. Tu sais, c'est là qui est le plus difficile. C'est plus difficile, c'est d'emmener le matériel là. C'est ça qui est le plus difficile. Les rivières, on est équipé pour ça. Tu sais, tu passes un câble avec une chaloupe, avec un bateau, un genre de bateau. Après ça, le câble, tu lèves dans les pylônes. Bâtir une ligne passe par différentes étapes. On commence par le déboisement de ce qu'on appelle l'emprise de la ligne, c'est-à-dire l'espace requis pour permettre aux travailleurs de circuler librement sous la ligne. Et là, on était plusieurs équipes là-dessus. Il y avait une équipe à Forestville, il y en avait une qui faisait les traversées à Tadoussac, là, les traversées de la rivière Saguenay. Là. Il y avait une équipe là. Il y en avait d'autres qui continuaient jusqu'à... On sautait par étapes. Quand on avait fini un groupe à une place, ça en allait à une autre place. C'était tout sidulé comme ça. Puis, on ouvre les chemins d'accès temporaires. Ensuite, on livre les pièces d'acier par porteur à chenilles ou même par la voie des airs. Le client majeur qui a fait boomer l'industrie de l'hélicoptère dans la province de Québec, c'est exactement Hydro-Québec.
Tu pars de Matagami avec un hélico, puis tu arrives dans un campement qui ont fait un chemin avec un tracteur en hiver, et puis il n'y a pas de chemin gravelé. Tu arrives là, ils ont des roulottes qui ont été traînées par des Moscag ou des tracteurs à l'ail, des bulldozers. Et puis les travaux commencent. Là, à une certaine date au printemps, là, ils vont commencer à faire de l'arpentage pour faire leur chemin. La plupart du temps, il ne faut pas que tu oublies que si... oui, la ligne, à part, ça s'en va en ligne droite ou presque. Là, puis, mais si on était capable de placer un pylône, il y a de la place pour rentrer un hélicoptère. Avec des machines, attention. En dernier, les premières lignes de 300 kV, là, on tirait le fil sur des chevalets. Parce que les conducteurs, il ne fallait pas qu'ils touchent à terre. Seulement le câble de garde pouvait toucher à terre. Après ça, là, les deuxièmes lignes, on avait des machines, attention. On passait des câbles d'acier, là. Après ça, des câbles d'acier, on tirait le fil. À peu près, mettons, 50 pieds de terre, ça dépend. Ça touchait jamais à terre. Ça, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Il va falloir avoir des tensions mécaniques là-dessus énormes avec les vents, avec les glaces, avec tout ce qu'on peut imaginer. Donc il va falloir imaginer des structures beaucoup plus solides, beaucoup plus performantes. Et là aussi, c'est tout à fait phénoménal de voir à quel point on va passer d'énormes poteaux, comme on a fait dans les années 60, parce qu'on savait, technologiquement, on était au début de cette entreprise-là, de cette industrie-là. Donc on a fait des poteaux un peu comme celui qui est derrière vous, en imaginant qu'il soit 4 ou 10 fois plus gros, c'est-à-dire d'énormes poteaux. Finalement, on procède à l'assemblage du pylône. Chacun de ces géants d'acier nécessite quelques 10 000 boulons. C'est une vieille affaire qui doit probablement être du 120 kV, je dirais, mais sur lequel on peut accrocher du 300 kV. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup plus fort techniquement maintenant. Mais je voyais, regarder l'emprise au sol, ça prenait énormément de place. Les cultivateurs ne pouvaient pas cultiver en dessous. Enfin, imaginez ça en milieu urbain, sur le bord d'un trottoir, ça prendrait une grosse route. Contrairement, par exemple, à celui-ci, qui est un pylône qui a dû sortir dans les années 70 à peu près, qui s'appelait pylône AVA pour dire à apparence visuelle améliorée. Donc beaucoup moins de prise au sol, très très fort. Peut-être plus esthétique, en tout cas dans certains environnements urbains, c'était réputé comme ça. Vous le voyez, par exemple, souvent on le voit aux traversées du Saint-Laurent, près du pont Champlain, vous avez des traversées comme ça, qui agressent quand même un petit peu moins le paysage. Là, les pylônes, c'était vraiment une réussite sensationnelle. On avait des consultants, bien sûr, les Italiens, puis les gens qui faisaient des pylônes avec l'Hydro-Québec, qui étaient passablement avancés, les gens de l'Hydro-Québec, parce que quand on regarde les pylônes, c'est des structures légères, hein, mais c'est très solide. Car construire une ligne à haute tension et les pylônes qui la soutiennent est éminemment plus complexe qu'un simple exercice scolaire. Nous autres, on va jouer aujourd'hui aux ingénieurs comme si on travaillait pour l'Hydro-Québec. Ceux que ça leur tente, ils vont avoir à construire une tour. Une tour d'Hydro-Québec qui ressemble à ça, là. Tous les principes sont là, hein? Assembler du matériel, le faire tenir, le renforcer au besoin. Puis, dans le fond, on ne peut pas utiliser du matériel qui est trop lourd. S'il est lui-même trop gros, trop lourd, ça devient presque impossible à faire tenir. Donc, on essaye de prendre du matériel léger en utilisant différentes composantes, par exemple des angles. Puis, ça a-tu l'air plus simple que vous pensiez? Non? Qu'est-ce que le défi que ça vous pose, là? C'est que ça tient pas. Il faudra une tempête de verglas exceptionnelle à l'hiver 1998 pour venir à bout de ces géants d'acier. Et cette crise du verglas, tous s'en souviennent encore. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une douzaine de verglas par année. Ils sont mineurs. Donc localisés à différents endroits. Donc, c'est pas inconnu pour les monteurs. Mais aussi, de aussi grande envergure, les monteurs n'avaient jamais vu ça. Et, nous autres non plus, là. Avant 1998, les pylônes étaient conçus pour supporter un poids de 45 mm de verglas. Aujourd'hui, grâce à une construction plus robuste, cette capacité a été portée à 65 mm. De plus,
un système anti-cascade a été instauré pour éviter l'effondrement des lignes de transport. Il s'agit d'un pylône d'alignement ou d'ancrage installé à tous les 10 pylônes et ayant une résistance supplémentaire aux charges de verglas. Il est conçu pour résister aux pires intempéries et éviter les ruptures en cascade. Un super pylône, quoi. Une ligne est sous verglas et que l'installation est toute sous verglas, il n'y a pas question de monter là, on ne peut pas monter. Donc, le lendemain, ou lorsque le verglas est fini, il faut déglacer les structures. Rapidement, les ouvriers développent des techniques de plus en plus performantes. Les pylônes poussent comme des champignons. Puis ça prenait une journée pour cinq personnes. Un contremaître en bas, puis le chauffeur du véhicule. Aujourd'hui, avec les grues, peut-être il en monte peut-être 1,5 par jour, peut-être 2 par jour. C'est modernisé. Le travail est ardu. Les ouvriers chargés d'ériger ces lignes à haute tension doivent avoir dans leurs veines un peu du sang des coureurs des bois pour survivre au rythme et aux conditions de travail. Alors, tout à fait, vous avez raison, il y a eu des... Je vais vous dire que les gens, les arpenteurs ou les monteurs de lignes, les constructeurs de lignes qui ont fait ça au Québec, là, c'était tous des personnages très souvent, des gens très solides, des gens qui ont vécu dans la misère la plus totale parce que ça construisait, vous comprenez, en 3 ans, ça construisait hiver comme été, ça ouvrait les lignes, il fallait traverser des montagnes, il fallait traverser des marécages, les maringouins, l'été, enfin, mettez tous les froids d'hiver, et ces gens-là montaient les lignes, là, il n'y avait pas de grues géantes comme il y a maintenant, là. Ces gens-là avaient des techniques qui venaient du début du siècle pour monter ces lignes-là. D'un seul coup, les pylônes triplés de taille, et c'était avec les mêmes techniques, avec beaucoup de force dans les bras. Jean-Guy Chabot avait 25 ans lorsqu'il a vu les lignes de haute tension d'Hydro-Québec débarquer sur son île. Un passage obligatoire qui ne faisait pas l'unanimité. Oui, ouais. Pas trop d'accord avec ça, personne, ben. Mais il nous disait qu'il n'y avait pas le choix, sinon t'étais exproprié, puis fallait qu'il passe. Tout arrivait prêt, un peu comme on disait, comme un jeu de mécano quasiment. Tout le matériel était prêt. Fait que ça a monté assez vite. Une tour, c'était pas long à monter tellement. Une couple de jours, il montait une tour pas mal complet. Mais dès qu'il s'approchait des zones peuplées, les pylônes faisaient peur. Il y avait ça. Ça disait un peu toutes sortes de choses, hein. Il faut apprendre, je sais pas, à devenir mal à le cancer, n'importe quoi, tu sais, à côté de ces lignes-là. Alors, les cultivateurs, ce sont des entrepreneurs, hein, des gens très perspicaces. Alors, il a dit, wow, c'est bien beau, cette belle grosse ligne-là, mais ça va me causer des dommages, hein. Qu'est-ce que vous allez me donner pour ça? Fait que là, les négociateurs d'Hydro-Québec pour l'expropriation allaient, tout ça, mais il n'y avait pas les données techniques pour dire que ce ne sera pas dangereux d'avoir une grosse ligne comme ça, parce que ça picotait des fois. Si je tenais pas mon volant de tracteur serré, si mettons la main lousse un peu sur le volant, là, je sentais des petits piquements. C'est comme du statique, je sais pas trop, en passant en dessous des fils. C'était juste à ce moment-là. Mais les cultivateurs demeuraient craintifs pour leur bétail. Tous les moyens étaient bons pour pointer du doigt les lignes à haute tension et soutirer peut-être une petite compensation financière. Hydro-Québec a dû rivaliser d'astuces. Si tu mets la ligne le lundi matin en service, dis à tout le monde que tu vas la mettre vendredi. Alors, on dit à tout le monde, la ligne à 700 kV, on avait les cultivateurs, tout, on la met vendredi à 3 heures. C'est drôle, le lundi matin, il y avait 4 vaches de mortes. Les belles Holstein étaient mortes. Le vendredi après-midi, à 4 heures, les vaches étaient mortes. Ah bon? Fait que là, on allait voir les vaches, on dit, c'est drôle, comment ça se fait que vos vaches sont mortes? On ne comprend pas ça. Ben oui, aussitôt que j'avais mis votre ligne en service, la vache, après... Ah ben, c'est parce qu'on n'a pas pu la mettre en service le vendredi après-midi, on l'a mis juste le lundi après-midi. Oh, là, le gars, il venait à rouge.
Les pylônes soutiennent différents types de câbles. Les conducteurs qui transmettent l'énergie électrique, le câble de garde qui protège la ligne contre la foudre et les haubans qui sont les câbles d'ancrage assurant la résistance mécanique du support. Une ligne à 735 kV compte 4 conducteurs maintenus à égale distance par des entretoises, une autre invention québécoise qui sert à séparer les conducteurs tout en contrôlant les vibrations causées par le vent et l'accumulation de glace. Et les conducteurs, c'est-à-dire les câbles qui transportent l'électricité, sont construits pour durer. Chaque câble est composé de 48 brins d'aluminium toronnés autour d'une arme en acier de 1,25 cm. L'acier assure la résistance mécanique et l'aluminium, la conductivité électrique. Lorsqu'arrive enfin la date fatidique de mise sous tension de la ligne 735 kV, l'anxiété est à son paroxysme chez les ingénieurs d'Hydro-Québec. Ah oui, c'est sûr qu'on avait des inquiétudes, mais il y avait tellement une euphorie dans le travail, c'était une réalisation mondiale, hein, c'est une première au monde, le 700 kV. Ça fait que tout le monde mettait son épaule à la roue. On allait tous dans la même direction. Alors, on a mis des dates, un couple de mois de sécurité. On avait visé septembre, après si ça ne marche pas, octobre ou novembre. Fait du compte, on l'a fait en septembre. On a mis en service, comme prévu, le 21 septembre 65, parce que les choses se sont bien tassées. Mais les gens de la construction, là-bas, les ouvriers, tout ça, les gens de la ligne, ça a travaillé jour et nuit pour qu'on soit capable de le faire avant l'hiver. C'est donc l'heure de vérité pour le clan des jeunes ingénieurs fous et francophones d'Hydro. Ils ont voulu tout réinventer. Ils sont persuadés d'avoir la meilleure technologie et ils sont convaincus d'avoir réussi. Il ne reste maintenant qu'à mettre le courant. La décision favorisant l'implantation d'un réseau de transport d'électricité à 735 kV est prise en août 1962. Dès septembre 1965, donc à peine 3 ans plus tard, la première ligne à 735 kV au monde est mise sous tension. C'est alors une victoire de la nouvelle génération des ingénieurs francophones, bien décidés à faire leur marque. De l'expression même d'un ingénieur de l'époque, il s'agit en fait d'un résultat de conviction. À part ça, au moment plus l'inauguration du réseau va se rapprocher, plus Hydro est tellement fière qu'elle a inventé à peu près tous les gens qui l'ont aidé, tous les grands manufacturiers, tous les grands producteurs d'électricité dans le monde, les financiers new-yorkais, tout le monde est là à une date dite, il n'est pas question que ça ne marche pas. Là. Et ça va être très compliqué du reste pour que ça marche, mais ça va marcher. Mais cette mise sous tension historique ne s'est pas faite sans heurts. Ça s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire que Hydro n'a pas voulu perdre la face. C'est-à-dire qu'on s'est dit, avant d'inaugurer la ligne à Montréal, là, on va s'assurer que ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, il faut se remettre dans le temps. Il y avait Archambault qui était sûr de son affaire. Il y avait un groupe d'ingénieurs autour de lui qui étaient convaincus que ça allait marcher. Il y avait tous ceux qui avaient été un petit peu tassés, qui défendaient les autres options, qui avaient tendance à dire, bonne chance, mes amis, on vous regarde faire, là, mais ça va marcher ou ça ne marchera pas. Le 21 septembre 1965, c'est le jour J pour la mise sous tension de la première ligne à 735 kV au monde. Les ingénieurs d'Hydro-Québec et les fournisseurs d'équipements sont réunis au poste de Manicouagan et de Lévis. À 10h15, la ligne Manicouagan-Lévis est mise sous tension. Mais aussitôt, rien ne va plus et la ligne revient automatiquement hors tension. Boum, tout saute. Ça marche pas. Et là, tout le monde se regarde, parce on avait fait des essais, ça devait marcher, mais rien ne marche. Heureusement, le problème est dû à un incident anodin. On constate qu'après l'inspection de la ligne, un peintre, afin de se protéger, avait raccordé un conducteur entre une phase et un pylône de la traversée de l'île d'Orléans. Donc, il y a un technicien qui va voir ça et qui découvre le fameux fil, appelle là-bas en disant il y a un fil qui a fait fausse tension. Alors, tout le monde a soupiré, c'était pas ça le problème. Ils ont ôté le fil. Mais sauf que finalement, c'est à minuit le soir de cette journée-là qu'on a réussi à faire marcher la ligne et dans des conditions très très difficiles. Le nouvel essai se fait d'abord jusqu'à 400 kV. Puis on ajuste les alternateurs de la centrale Manicouagan pour le grand saut. Enfin, au grand soulagement de tous, la tension atteint 735 kV et est même poussée jusqu'à 1100 kV pendant 1 minute. Le réseau tient le coup. L'histoire s'écrit.
Le 29 novembre 1965, Jean Lesage lui-même vient inaugurer la ligne de transport à 735 kV. Tout fonctionne bien. C'est le Premier ministre Lesage qui actionne la manette et tout va bien dans les écrans du monde entier. On voit cette affaire-là, il déclenche la manette et on entend un grand bruit et le monde entier sait que le 735 kV fonctionne. En fait, pour la petite histoire, derrière la manette de Jean-Claude Lesage, il y a un technicien qui tourne à la main une espèce de petite molette pour faire concorder les chiffres, et il y en a un autre qui tire un petit coup de pistolet juste à côté à l'IREC, pas à l'IREC, à Boucherville à ce moment-là. En fait, c'est un petit peu bidon, mais si vous voulez, ça fait un très très beau spectacle, et les 735 kV en fait fonctionnent. Oui, mais les politiciens et les grands boss, ils ne savaient pas ça. C'est nous, les techniciens, qui ont décidé ça en arrière-plan, parce qu'on ne peut pas tout leur dire. Aujourd'hui, 10 lignes à 735 kV assurent le transport de l'électricité produite par des centrales éloignées. Ces lignes totalisent une longueur d'environ 10 000 km. Soumises aux pires intempéries, les lignes à haute tension nécessitent un entretien de tout instant. Ça peut être un travail préventif, c'est-à-dire qu'à chaque année, on va nous dire on a telle section de ligne à inspecter, donc on va simplement faire l'ascension du pylône, vérifier toutes les composantes, les conducteurs, les isolateurs, les membreux, pour essayer de détecter une anomalie. On le prend en note, c'est remis à nos dirigeants, puis les dirigeants vont faire la compilation. Si moi je rapporte un ou deux isolateurs, l'exemple, l'isolateur du bois, la porcelaine se vide à l'intérieur, en bois, à la fin de mon travail, si on s'aperçoit que tous les pylônes ont le même problème, peut-être qu'ils vont arriver avec un plan de remplacement dans les années qui vont suivre. On fait du préventif et ensuite la réparation. Le développement hydroélectrique des grandes rivières du Nord québécois et la construction des lignes à haute tension nécessaires au transport de l'électricité a donné lieu à des percées technologiques sans précédent. Avec le développement de la ligne à 735 kV, les ingénieurs d'Hydro-Québec deviennent du jour au lendemain des pionniers. En fait, pour l'ensemble des gens qui ont été associés à ça, ça reste comme vraiment une aventure industrielle, très probablement la grande aventure industrielle du Québec au XXe siècle, parce que il s'est passé énormément de choses. Ça arrive en plus pendant la Révolution tranquille, c'est comme un aboutissement technique de la Révolution tranquille. On va créer dans la foulée du 735 kV l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Enfin, Hydro, à ce moment-là, est manifestement à la pointe de tout ce qui se fait en recherche électrique de transport d'électricité, et c'est effectivement très, très stimulant. On a mis en service en 65, après une année d'exploitation. On est invité par la CIGRE, c'est la conférence internationale des grands réseaux électriques à Paris, à toutes les années paires. Alors en 66, on dit, le 735 kV, c'est la trouvaille du monde dans le moment en énergie. Venez nous dire vos résultats. Alors, à 27 ans, à peu près dans ce temps-là, les gens nous posaient des questions. Il fallait dire, écoutez, on ne sait pas tout. On a mis le réseau en service, mais on ne sait pas tout encore. Mais c'était formidable parce qu'on était portés sous la main partout. Hein? C'est le tapis rouge partout. Alors, c'était important. Et la preuve de ça, c'est qu'avant que Manic soit terminé, on avait déjà entrepris de construire le réseau jusqu'à Churchill Falls. Et on regardait, avant que Churchill Falls et Manic soit complété, on regardait la baie James déjà. Alors, on parle de 3000 quelques kilomètres de ligne à 735 au Québec. Quand tu es jeune, il n'y a pas de problème. Hein? Tu aimes ça. Tu travaillais avec différentes personnes. On aime ça. Expérience. La mise au point et la construction des premières lignes de transport d'électricité à 735 kV ont été retenues comme une des 10 réalisations les plus marquantes
de l'histoire de l'ingénierie canadienne. Mais plus encore, cet exploit technologique hors du commun a surtout été la victoire d'un petit groupe d'ingénieurs francophones et entêtés qui ont permis, à leur façon, de sortir une partie de l'ingénierie québécoise et une grande partie du Québec de la grande noirceur.